Finalement, on a fait un gros détour, on est passé chez Miltech et on va passer en stage 2. Qui dit stage 2 dit downpipe et reprogrammation moteur. Donc on aurait pu la reprogrammer en stage 1, donc sans ces éléments d'échappement, mais on voulait ce qu'il y a de mieux et de plus performant, mais aussi de plus sonore, puisqu'il faut savoir que cette voiture est actuellement équipée d'un filtre à particules, en plus du catalyseur. Donc là, si on supprime ces éléments d'antipollution, reprogrammation obligatoire. Donc c'est parti, on a quasiment 50 chevaux et 80 Nm de plus à la clé, ça va être intéressant. Comment cette étape va se dérouler? La première idée, la première chose à faire, c'est de passer la voiture au banc de puissance d'origine. C'est-à-dire qu'elle est totalement stock, mis à part le 4-back, donc la solution d'échappement finale qui n'apporte finalement quasiment que du bruit. Ensuite, on va monter la downpipe sur le véhicule, reprogrammer ce véhicule et on va le repasser au banc une fois que le travail sera terminé. Nous avons bon espoir concernant les gains annoncés puisqu'ils sont importants et on voit qu'avec ce diamètre de tuyau, ça souffle fort. Les Golf GTI, on en a parlé dans ce début de vidéo, ont bien évolué. 300 chevaux sur une Golf stock, c'est beaucoup. 350, ce sera énorme. Alors, la downpipe de chez Miltech, nous l'avons choisie pour un souci de compatibilité avec l'autre et aussi une logique, puisque si on commence avec du Miltech, c'est bien de pouvoir finir avec la même chose. Et allez, on a hâte d'entendre le bruit puisque ici, sur la voiture d'origine, se situe le FAP et le catalyseur. Mais ce sera plus facile de vous expliquer tout ça à l'atelier quand on sera en plein démontage. La voiture est annoncée à 290 chevaux, elle en sort 300. 380 Nm sont passés aussi sur le banc, c'est ce qui est annoncé par le constructeur. Maintenant, direction l'atelier et le montage de la downpipe. Après la partie banc de puissance, même si on va y retourner, partie mécanique, installation de la downpipe, et là on va vous expliquer les différences. Les différences, on l'a vu, la nouvelle c'est que du tube. Ici on a un catalyseur, juste là le FAP, et la deuxième grosse différence c'est l'augmentation de diamètre, puisque le 4-back, donc la partie arrière de l'échappement, était de ce diamètre, et en fait la downpipe d'origine, celle-ci, est beaucoup plus petite. Donc maintenant on est tout en balèze. Alors, en balèze, ça veut dire 73 mm concernant la partie Miltech et d'origine, nous étions en 65, donc ça fait quand même une belle augmentation. Je ne m'y ferai jamais. On se croirait sur un diesel. Alors, c'est tout propre puisque c'est un véhicule essence, on n'a pas l'encrassement d'un véhicule qui marche au gasoil, mais alors quand même, c'est vraiment pas beau. Maintenant, on va vous montrer le catalyseur. Le catalyseur est beaucoup plus permissif. Alors maintenant, c'est bien, c'est encore mieux, on n'en a plus du tout. On est directement en sortie de turbo vers la ligne d'échappement. On peut aussi noter qu'on a énormément de capteurs liés à ces deux éléments d'antipollution. Sonde lambda, capteur de contre-pression et capteur de température d'échappement. Cette partie d'origine qui est en un seul élément, ici vous l'avez vu dès le début, on a deux. On a celle-ci qui représente la partie FAP et juste au-dessus la partie catalyseur. Ce qui est intéressant, une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'avec cette suppression d'éléments filtrants,
on va descendre les températures d'échappement, ce qui va nous permettre de faire une carto un petit peu plus poussée qu'en stage 1. Descendre ces températures, c'est vraiment intéressant. On récapitule avant de poser la voiture au sol. Le turbo juste en haut. La downpipe full tube. Ici, on arrive jusqu'au train arrière de la voiture où on a une gamelle pour quand même limiter un petit peu la casse niveau sonore. Ensuite, on a les sorties d'échappement à droite et à gauche de la voiture. Là non plus, on n'a pas de silencieux à l'arrière. Intervention mécanique terminée, petit tour, petit essai routier, histoire de vérifier que tout va bien et mettre en température la voiture avant le passage au banc. Toute reprogrammation a sa phase de réglage, donc on est vraiment en train de prendre les logs pour avoir des valeurs et voir si tout va bien. Et ça se passe vraiment très bien. Un stage 2, on l'a dit, on libère l'échappement, on baisse les températures d'échappement. On est en hiver, donc on a des températures d'admission qui sont intéressantes. Et en gros, le moteur avale de l'air frais. Et c'est vraiment pas mal. On a des très bons scores, on va vous les dévoiler. Nous sommes vraiment très bien et je parlais de la température puisque c'est ultra intéressant. Même avec une température avoisinant les 5 degrés en extérieur, on a quand même 25 degrés à l'entrée du filtre à air de ce moteur. En fin de tir, sur le deuxième tir, puisqu'on en a fait plusieurs, mais sur le dernier, on avait 64 degrés d'air avalé. Donc c'est vraiment important. Imaginez qu'en été, quand il fait 25 ou 30 degrés à l'extérieur, ça devient compliqué de sortir des scores monumentaux. Aujourd'hui, c'est très bien. Les conditions y sont. On est à 360 chevaux. En stage 2, on annonce 340, donc on est un petit peu mieux, c'est normal. On a monté la downpipe et fait la reprogrammation en fonction de celle-ci. Et en termes de couple, on est à 455 Nm. Donc c'est vraiment cool. On a même 370 en sortie de moteur, mais le banc corrige par rapport au facteur météo, puisqu'en bas, vous avez les températures extérieures, mais aussi la pression atmosphérique. C'est vraiment intéressant. Ici, la puissance d'origine, le trait fin, on sent vraiment que la voiture est totalement bridée arrivée en haut, puisque sur la deuxième courbe, avec la puissance modifiée, on continue bien plus longtemps et on monte bien plus haut. Donc ça, c'est le gap de puissance que nous avons gagné sur cette voiture. Ensuite se trouvent les deux courbes de couple, avec le petit défaut dont je vous parlais, le petit patinage qu'a eu la voiture sur le banc. Couple d'origine, couple modifié, le gap est énorme et de la même manière, on continue bien plus longtemps. Vous voyez qu'à partir de cette zone, on continue et c'est vraiment intéressant puisqu'on sent que les perfs sont là. Attention à l'essai routier, on a fait un tout petit tour tout à l'heure, ça risque de bien donner 370 chevaux avant la correction, 355 et le couple qui est juste ici avec les valeurs du jour. Je vous disais, on avait à peu près 5 degrés, j'étais pas loin de la vérité. La prépa est terminée, maintenant passons à l'essai routier. La voiture est dehors, on va la faire chauffer, on va aller se promener sur les routes. Ça devrait être bien 50 chevaux supplémentaires environ et presque 100 Nm. Ça va être beaucoup sur le train avant et c'est là que c'est important ce test et cet essai routier puisque une Golf GTI, elle a bien changé cette Golf depuis ses débuts. Elle a bien changé cette Golf GTI et maintenant elle s'appelle GTI TCR. Alors
C'est une appellation qui est propre à cette édition limitée, mais c'est rigolo, ça évolue. Et il y a aussi les Golf R, qui sont des Golf GTI encore bien différentes. Mais la boîte DSG, on met tout de suite le mode sport. Et ce qu'on remarque assez rapidement, c'est la sonorité. Et c'est pour ça qu'on a bossé sur cette voiture. Petite note, la voiture fait du pop and bang d'origine, mais on n'a pas voulu l'accentuer. On aura à peu près la même chose que d'origine, mais plus présent, puisque forcément l'échappement est libéré. Allez, j'en dis pas plus, j'ai vraiment hâte de ressentir la première accélération. Je trouve ça vraiment cool, cette sonorité qui est tout de suite présente. La voiture est froide. Hier, il faisait assez froid, mais aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu plus bas encore en température, mais il fait beau. Profitons de cette Golf GTI TCR. Alors, quelque chose qu'il faut savoir, puisqu'on partage beaucoup de passion, mais on partage beaucoup d'automobiles de manière générale, mais la deuxième voiture que j'ai pu posséder il y a bien longtemps était une Golf VR6, donc une Golf 3. Et on a un attachement par rapport aux marques allemandes, mais particulièrement à ceux qu'on a possédés, puisque c'est vrai que ça rappelle forcément énormément de souvenirs. Et c'est pour ça, quand je parle de Golf GTI, en sachant qu'il y a eu plein d'autres versions, la VR6 en était une, mais bon, avec un 6 cylindres. Et c'est vrai que c'était assez foufou à l'époque. Là, on est complètement... ça a bien évolué. Il y a beaucoup plus de puissance. Le moteur a changé, mais le rendement est quand même bien plus important. Et la rigueur et le châssis, j'imagine que tous les possesseurs de Golf 1 ou Golf 2 se rendent compte aussi de l'évolution de la marque et du modèle. Franchement, c'est génial. Franchement, ça donne énormément de sensations sur le train avant. Le volant bouge pas tant que ça. C'est vraiment cool. Vous l'avez vu à mon sourire, ça m'éclate. Et oui, parce que au-delà du fait qu'on cherche toujours l'efficacité et la performance, le fait que ce soit amusant et sensationnel à conduire, ça fait partie du truc. Et là, franchement, c'est cool. Allez, on continue. On a un petit peu de pop and bang, j'en parlais au début, c'est suffisant. Plus, ça sert à rien de toute façon, c'est quelque chose qui est complètement fake, c'est juste pour le plaisir auditif et pour ceux qui aiment. Et un petit peu c'est bien, mais trop, ça sert à rien. Deuxième, troisième, quatrième. Ça pousse quasiment jusqu'à 7000 tours, ça reprend tout de suite à 5000. On est dans une phase où le moteur donne vraiment beaucoup, c'est très intéressant et je suis très content du résultat puisqu'on l'a essayé avant et après. C'est plus du tout la même voiture. Il y a un truc qui me gêne toujours dans le groupe VAG, au-delà des Porsche GT3 et sûrement d'autres voitures, mais en tout cas globalement, ce qui est embêtant, c'est que quand on met la voiture en boîte manuelle, c'est une boîte automatique, mais on passe les rapports, ça les passe quand même à fond. Donc on ne profite pas pleinement, en tout cas on n'est pas maître de la situation et de ce qu'on veut faire avec la boîte de vitesse. Et pareil pour l'anti-patinage, depuis tout à l'heure, il y a un moment où on a envie que, pareil, d'avoir tout off, c'est pas possible. J'appuie sur sport une première fois, ça met que c'est off, en fait il en reste, on voit bien que ça agit, et on appuie longtemps, et là où une partie des BMW, en tout cas la partie M Motorsport, là on pense qu'avec la GTI on est à peu près dans le même secteur, même si c'est pas du tout les mêmes voitures, c'est vraiment le côté sportif qui prime, et on peut pas tout enlever, et c'est quand même dommage. Un truc plutôt pas mal en l'occurrence par contre, c'est le système individuel en fait de réglage entre le mode sport, confort et éco. Et on peut choisir d'avoir les suspensions pilotées puisqu'elles sont adaptatives sur cette voiture en mode
confort alors qu'on peut mettre tout le reste en mode sport. Ça, c'est le mode individuel et c'est plutôt bien puisqu'on a forcément une perte de motricité avec toute cette puissance qui est délivrée à l'avant, mais on a un autobloquant, donc ça se passe plutôt bien et on a des pneus de qualité, mais on peut encore mettre des pneus un petit peu mieux. Et là, à mon avis, ça devrait jouer. C'est pas forcément un moment qu'on partage dans nos vidéos, mais avec toute voiture de sport, il y a un passage obligé, la pompe à essence. Et en l'occurrence, c'est pas la voiture qui consomme le plus. Petit essai de tunnel, c'est l'occasion puisqu'en allant sur le carburant, on a un tout petit passage, mais la voiture est quand même assez sonore, pas trop. On n'a pas entendu de phénomène de drone, ça a l'air vraiment bien et on entend beaucoup les détonations, le pop and bang, même si on l'a pas augmenté, on l'entend bien, c'est cool. C'est marrant puisque cette voiture étant une édition limitée faisant hommage à la voiture de course, là je trouve qu'on est bien dans l'esprit. On a rajouté beaucoup de coups, beaucoup de puissance et du bruit. Pendant 2 secondes, j'ai vraiment aimé la sonorité de ce moteur turbo, alors qu'on sait que j'ai quand même une préférence pour les moteurs Atmo. Cette Golf, elle arrache, mais pas que. C'est une voiture qui est quand même très bien fichue. Ça évolue et ça évolue dans tous les sens. Et quand on enchaîne les virages, on y prend du plaisir. C'est pas du tout la même conduite qu'une propulsion. Quand on sort du virage, on est éjecté à l'extérieur. Et oh, vous l'avez vu à mon visage, on est vraiment éjecté. Et avec autant de puissance, c'est normal. On s'adapte. C'est très stable. C'est très très stable. Je pense qu'avec un petit peu d'évolution de châssis, on a vraiment un engin. Je suis bluffé par la puissance et les performances de ce moteur. C'est linéaire, ça envoie bien, ça envoie bien plus qu'avant. Avant, je cherchais finalement à perdre un petit peu cette motricité pour avoir un petit côté cool, le fait que bon voilà, ça patine un petit peu. Là, on se retrouve ni à doser, parce qu'attention, c'est quand même suffisamment linéaire et performant pour pas non plus être tout le temps débordé, hein. En première bien sûr, mais pas après. Et c'est vraiment cool, ça. C'est agréable à conduire. Je suis vraiment surpris. Vous savez, on préfère les propulsions et c'est quand même totalement l'inverse ici. Là, on est vraiment avec beaucoup de chevaux, beaucoup de puissance sur l'avant. Mais vraiment, c'est cool. C'est édition limitée, Golf TCR, et je trouve que c'est un bel hommage à la voiture de course. Ça marche, mais cette voiture est également suffisamment stable et la direction est vraiment précise. La boîte DSG apporte beaucoup. On se fait arracher là en sortie de virage, c'est juste bien. Et remarque importante, les sièges sont super et ça compte. Pour terminer cette vidéo, une voiture vraiment épatante et un niveau de préparation moteur suffisant, puisque on pourrait encore en faire plus. Parfois on nous demande de faire des stages 3, donc remplacement de turbo et d'autres choses. On est pas mal, franchement on est pas mal. On a de toute façon atteint la quasi-motricité de la voiture, puisque je le disais, avec des PS Cup, avec des PS4S pardon, on pourrait augmenter vraiment de manière importante cette adhérence et cette motricité. Mais voilà, on sait que ça aura ses limites. Tout sur le train avant, forcément, au bout d'un moment, ce sera terminé. Donc 350 chevaux, c'est très bien. Et tiens, c'est marrant. J'ai pas eu l'occasion de vous montrer cette voiture puisqu'elle était passée brièvement au garage. J'ai eu l'occasion d'essayer une Audi A3 DSG traction avec un moteur d'RS3. Là, on atteignait les 400 chevaux et c'était juste n'importe quoi. Donc je pense que par expérience, rester dans les 350, c'est une bonne chose. On a un niveau de préparation qui est fiable et c'est important ça aussi. Quel